Bonjour tout le monde, merci cher ami, très heureux d'être parmi vous dans cette session très complémentaire. Donc on vient de voir ensemble deux super présentations sur les aspects cliniques et radiologiques. Là je vous propose d'aller aborder le traitement. Donc on va voir ensemble les avancées récentes, mais également les défis persistants dans le domaine de la prise en charge de ces infections complexes. Donc pour un but académique, on va commencer par la prise en charge des NMO et puis ensuite celle des MOGAD. Donc, de façon globale et simplifiée, la prise en charge des maladies du spectre NMO, il comprend trois volets. Un traitement d'urgence, que ce doit être une urgence thérapeutique, étant donné les risques de séquelles qui peuvent être invalidantes, mais également la mise en jeu du pronostic vital dans certains cas. En parallèle à ce traitement urgent, il faudrait instaurer immédiatement et chez tous les malades un traitement de fin pour éviter la répétition des poussées. Et en parallèle à tout ça, il ne faut pas oublier un traitement symptomatique pour les séquelles possibles. Donc, concernant les poussées de NMO, vous savez très bien que ce sont des poussées qui sont généralement sévères, associées souvent à un handicap précoce et important, malgré une prise en charge initiale adaptée, réfléchie et rapide. Donc, l'objectif de cette prise en charge, bien sûr, c'est de diminuer la gravité des poussées et par conséquent, réduire le risque de séquelles. Je rappelle que la récupération après une poussée dépend d'un certain nombre de facteurs et le principal facteur, c'est l'initiation rapide du traitement. Donc, et dans cette optique, il est très important de démarrer le traitement et ne pas attendre la positivité des anticorps pour envisager de commencer cette prise en charge. Donc, cette prise en charge, elle repose sur deux options thérapeutiques différentes, les corticoïdes en bolus et puis les échanges plasmatiques. En première intention, on va commencer par des bolus de corticoïdes à raison de 1 g par jour, généralement pendant 3 à 5 jours, mais on a généralement tendance à prolonger le traitement jusqu'à 10 jours en cas de non-amélioration pendant les premiers jours ou que l'atteinte est très sévère. Il est également classique de prolonger ce traitement en perfusion par une corticothérapie orale à dose décroissante pendant une période allant jusqu'à 3 mois, parfois 6 mois, et l'objectif ici, c'est d'éviter les rechutes précoces, notamment dans les formes séropositives, dans les formes rapprochées, et puis en tenant en compte le mode d'action de votre traitement préventif au long cours. En cas de non-amélioration pendant les premiers jours, il faut passer vers d'autres thérapeutiques plus spécifiques qui vont aller éliminer les anticorps pathologiques, notamment les échanges plasmatiques. Il est recommandé de réaliser 5 échanges plasmatiques à raison de 3 échanges par semaine, et puis les bolus de corticoïdes peuvent être intercalés entre les échanges. Et si vous avez un patient qui a déjà bien répondu si vous avez un patient qui avait fait une poussée qui est bien répandue aux échanges plasmatiques, il faudrait traiter les poussées suivantes d'emblée par une association corticoïde-échange plasmatique. Donc pour la population pédiatrique idem, on commence le traitement en première intention par des bolus de corticoïdes, solumidrol à la dose de 30 mg kg par jour sans dépasser 1 g, toujours pendant 3 jours jusqu'à 5 jours. N'hésitez pas à dépasser les 5 jours et arriver jusqu'à 10 jours en cas de non-amélioration rapide. De même, pareil comme chez l'adulte, il faudrait prolonger le traitement par une corticothérapie orale à dose décroissante pendant une période de 3 mois, toujours pour éviter les rechutes précoces, en attendant que votre traitement immunosuppresseur préventif soit efficace. Plusieurs études ont démontré que les échanges plasmatiques peuvent améliorer aussi bien la fonction motrice et la fonction visuelle, avec toutefois des réponses qui sont moins importantes que celles qui sont observées chez les adultes. Et dans ce cas-là, si vous avez une atteinte sévère, n'hésitez pas à associer au corticoïde chez l'enfant des perfusions d'immunoglobulines intraveineuses. Donc, une fois le diagnostic est établi, la mise en jeu d'un traitement de fin est systématique chez tous les patients. Il faut l'instaurer dans les plus brefs délais. Et l'objectif ici, c'est de réduire le risque de survenue de poussée et également réduire la sévérité des autres poussées. Donc, sachez que les maladies du spectre NMO étaient largement méconnues. Il n'y avait aucun traitement spécifique à ces entités avant l'année 2019. Et par conséquent, toutes les indications thérapeutiques reposaient sur l'utilisation ORAMM de plusieurs molécules, notamment le rituximab, l'azatioprine, le mycophénolate mofetil et puis le tocilizumab. Et puis, grâce à une meilleure connaissance de la physiopathologie de la maladie, à partir de 2019, on a eu l'explosion des résultats de plusieurs essais cliniques qui ont testé l'efficacité de certaines molécules spécifiques à cette indication, notamment l'équilizumab, le ravulizumab, le satralizumab et le nebulizumab.
Donc, ce schéma qui rappelle la physiopathologie, il est important pour vous de le connaître parce que ça va permettre de situer les cibles thérapeutiques. Là, vous voyez que dans les NMO-SD AQ4 positifs, l'élément le plus important dans cette physiopathologie, ce sont ces anticorps pathologiques. Ce sont des anticorps qui vont être produits par des plasmocytes à la suite d'une présentation antigénique qui est faite par des lymphocytes. Donc, ces lymphocytes, ils jouent un rôle central dans la physiopathologie en produisant des cytokines, notamment l'IL-6, qui joue un rôle central dans cette physiopathologie. À travers quoi? À travers, déjà, cette interleukine, il va augmenter la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique. L'interleukine 6, il va augmenter la différenciation des lymphocytes naïfs ou lymphocytes H17. Eux-mêmes vont augmenter la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes. Et puis, ils vont augmenter l'activité sécrétoire des plasmocytes, augmenter la survie des plasmocytes. Au total, vous aurez beaucoup d'anticorps anti-AQP4 qui vont rentrer au niveau du système nerveux central. Ils vont aller s'attaquer à leur cible membranaire au niveau des pieds astrocytaires et cela va conduire notamment à l'activation du complément. Et au total, vous aurez une perte astrocytaire, une perte oligodendrocytaire et puis une atteinte axonale associée. Donc, pour contrebalancer ces mécanismes physiopathologiques, on peut envisager d'arrêter le processus en donnant des thérapies anti-lymphocytaires. C'est le cas de ces thérapeutiques. On peut bloquer le complément. On peut donner des thérapeutiques anti-interleukine 6 et puis on peut donner des thérapeutiques qui vont contrebalancer le complément, notamment l'éculizumab. Donc maintenant, on va essayer de passer en revue ces différentes molécules et voir quelle serait leur efficacité et quel également leur effet secondaire. On va commencer bien sûr par la molécule la plus utilisée, le rituximab, qui est un anticorps monoclonal anti-CD20, bien sûr qui va entraîner une déplétion rapide et profonde des lymphocytes B circulants en 2 semaines. Il paraît être le traitement le plus efficace dans le spectre des maladies NMO, en diminuant le taux annuel de poussée et le score ODSS. Hormis qu'il soit utilisé au AMM, il est considéré actuellement comme étant une option thérapeutique de première ligne, initialement réservé pour les cas réfractaires aux immunosuppresseurs classiques, notamment l'azatioprine et puis le mycophénolate mofetil, mais actuellement, on voit qu'il est utilisé de plus en plus précocement. Et lorsqu'on voit cette base de données de Nomadmus, on voit qu'environ 1 malade sur 2 est sur rituximab, et lorsqu'on analyse les données de ces 2 dernières années, environ 80% des patients AQP4 positifs sont sur rituximab. Donc ce traitement a prouvé son efficacité sur plusieurs méta-analyses, sur des études rétrospectives et même une étude prospective en 2020 qui a prouvé son efficacité aussi bien en population adulte qu'en population pédiatrique. Le protocole, c'est le même protocole classique, ça veut dire des perfusions chaque 6 mois avec une dose de char qui comporte 1 gramme à répéter 15 jours après, donc avec un délai d'action qui est rapide en 2 semaines, que ce soit biologique et même clinique, avec très peu d'effets secondaires. Toujours dans les thérapies anti-lymphocytaires, nous avons l'inébulizumab, qui est un anticorps anti-C19. Donc, vous allez imaginer qu'il va attaquer, il va entraîner une déplétion plus importante des lymphocytes B, notamment des précurseurs des lymphocytes B. Donc, son efficacité a été établie sur la base d'un seul essai clinique de phase 3 randomisé en monothérapie contre placebo. Donc, l'étude, elle a inclus 231 patients. Ils sont tous AQP4 positifs ou négatifs, avec un score ODSS inférieur à 8, présentant au moins une poussée pendant 12 mois ou 2 poussées pendant 24 mois. Donc les patients, ils ont reçu un protocole comportant une perfusion AG0 et AG15. Et puis l'objectif primaire de l'étude était de voir quelle était la proportion des patients qui vont faire des poussées à 6 mois après randomisation. Voici les 2 courbes où vous voyez que ça, c'est la courbe concernant la population globale, la population séropositive, et ça, c'est la courbe concernant la population globale, que ce soit positif ou négatif. Vous voyez qu'on arrive à réduire de façon drastique, environ 87%, le risque de rechute par rapport au placebo, avec des effets secondaires qui étaient mineurs, comparables au groupe placebo. On va passer maintenant à une autre classe thérapeutique, notamment les anticompléments, parce qu'on a vu qu'il est impliqué dans la physiopathologie de la maladie. On va commencer par l'éculizumab, qui est un anticorps qui va aller bloquer la protéine C5 du complément, donc on va inhiber le complément. Donc son efficacité a été étudiée dans un essai clinique de phase 3 randomisé en monothérapie contre placebo. Et là, vous allez voir que toutes ces molécules nouvelles étaient testées sur des essais cliniques
randomisée, mais contre placebo. Donc, l'étude a inclus 141 patients, tous NMOSD positifs, qui ont présenté au moins 2 poussées pendant 12 mois ou 3 poussées pendant 24 mois. Donc, c'est des formes plutôt actives. Donc, le protocole, il prévoit une perfusion intraveineuse de 900 mg une fois par semaine pendant 4 semaines, puis une dose de 1200 mg toutes les 2 semaines. Donc, l'objectif primaire, toujours, c'est le taux de rechute à 6 mois. Et là, vous allez voir que une diminution très importante d'environ 94% de risque de rechute par rapport au placebo, avec des effets secondaires mineurs, type d'infection respiratoire haute, de céphalée. Il faut noter le risque de méningite à méningocoque, donc de l'indication de prévoir une vaccination avant le traitement anti-méningocoque. Toujours dans les thérapies anticompléments, le dernier arrivé, c'est le ravulizumab. C'est également un anticorps qui va se fixer, qui va bloquer la protéine C5 du complément. Donc, il a prouvé son efficacité à travers cet essai clinique de phase 3 randomisé contre placebo. Donc, l'étude a inclus 105 patients, tous AQP4 positifs, donc présentant 2 poussées pendant 12 mois ou 3 poussées pendant 4 mois. Le protocole prévoit des perfusions de 10 mg, une dose de charge, puis une dose d'entretien 2 semaines après, puis toutes les autres semaines. L'objectif primaire, c'est le taux de rechute à 6 mois. Et là, vous allez voir une diminution quasi totale, environ 98%, de risque de rechute, avec toujours les mêmes effets secondaires qui sont mineurs. Et notant toujours ce risque de méningite à méningocoque de l'indication de procéder à une vaccination avant le traitement. On va passer à la troisième famille des thérapeutiques, notamment les thérapies anti-compléments. Donc, le satralizumab, donc c'est un anticorps monoclonal recombinant humanisé, anti-récepteur interleukine 6, donc il va bloquer l'effet de l'interleukine. Je rappelle que tout à l'heure, on a dit que l'interleukine va libérer la barrière hémato-encéphalique, il va promouvoir l'activité sécrétoire et l'activité et la survie du plasmocyte. Donc, on va contrebalancer cet effet-là. Donc, l'étude, donc c'est un essai clinique qui a comporté en effet 2 essais cliniques. Le premier essai, c'était en bithérapie, ça veut dire le satralizumab avec un immunosuppresseur classique contre placebo. Et dans la suite de l'étude, c'était en monothérapie. Donc, la première étude en bithérapie, donc, il a inclus 41 patients. La deuxième étude, 63 patients. Donc, ils étaient tous AQP4 positifs ou négatifs, un score de EDSS inférieur à 6,5, présentant 2 poussées en 24 mois ou 1 poussée en 12 mois. Donc, toujours l'objectif primaire, c'est le délai de rechute à 1 mois. Et là, vous allez constater que en bithérapie, on réduit le risque de rechute à 79%, et puis en monothérapie à 74%, et bien sûr avec des effets secondaires qu'il faudrait noter, notamment la neutropénie, qu'il faudrait bien suivre et voir son impact sur le risque infectieux et les hypercholestérolémies potentielles. Toujours dans les thérapies anti-récepteurs de l'interleukine 6, vous avez l'autocilizumab qui est toujours utilisé hors AMM, il est réservé pour les formes réfractaires au traitement. Il a prouvé son efficacité sur le taux annuel de poussée, mais il faudrait attendre plus d'essais cliniques randomisés pour le placer dans cet arsenal thérapeutique. Et enfin, la dernière plaque, on arrive au commencement. C'est là où ça a commencé, les thérapies anciennes qui ont toujours une place très importante dans le contexte marocain. Donc, l'azathioprine qui va agir en ralentissant la prolifération lymphocytaire. Donc, il va diminuer le taux annuel de poussée. Donc, il est efficace avec une dose de 2 mg kg par jour. Et il est très important de garder une corticothérapie pendant les premiers mois en attendant qu'il soit efficace. Normalement, il est efficace entre 3 à 6 mois. La même chose pour le mycophénolate mofétyle. Il est plus toléré avec très peu d'effets secondaires, mais avec une efficacité moins importante qu'avec le rituximab et l'azathioprine. Donc, on va essayer de voir toutes ces molécules. On va les placer dans le cadre de 2 recommandations thérapeutiques. Et là, j'attire votre attention qu'il existe très peu de recommandations. La seule recommandation pratique claire qui associe les thérapeutiques anciennes et récentes, ce sont les recommandations de ce groupe NEMOS. Donc, ce groupe NEMOS, c'est un groupe allemand qui a été créé en 2008 et qui rassemble tous les experts allemands dans le domaine. Donc, il y a qui publie ces recommandations, et dans ces recommandations, on va essayer ils ont fait une dichotomie. Le groupe séropositif, c'est AQP4 positif, AQP4 négatif. Donc, dans le groupe AQP4 positif, ils disent que le choix du traitement, il doit être personnalisé, il va dépendre d'un certain nombre de facteurs, notamment la gravité de la maladie, le nombre de poussées, la récupération après une poussée, la disponibilité du médicament, le prix du médicament, les comorbidités, le projet de grossesse. En tout cas, en prenant en considération ça, on va essayer de faire une prise en charge personnalisée en choisissant soit entre les molécules anciennes, azathioprine, mycophénolate mofétyle,
ou les molécules récentes, notamment l'équilizumab, l'avelizumab, l'inibulizumab ou satralizumab et rituximab. En cas de non-amélioration, où la maladie reste toujours évolutive, à ce moment-là, on va faire un switch. Si le patient était sous thérapeutique, sous un traitement ancien, on va passer vers une nouvelle famille des 3 familles récentes. Et puis, si le patient était déjà sous une nouvelle thérapeutique, à ce moment-là, on va passer aux thérapies anciennes. Et si la maladie reste active, à ce moment-là, on va faire des switches entre les classes thérapeutiques. Ça veut dire, si le patient était sous une thérapie anti-lymphocytaire, on va aller vers une thérapie anti-complément. Et si le patient, par exemple, et vice-versa, et puis si le patient était sous thérapie anti-complément, on va aller vers une thérapie anti-interleukine 6. En tout cas, c'est des choses à pratiquer une fois qu'on a entre les mains les différentes classes thérapeutiques. Donc, pour les formes AQP4 négatifs, le raisonnement est le plus simple. Vous avez le choix entre rituximab ou azathioprine ou mycophenolate mofetil. Et si le patient continue, si la maladie reste évolutive et que le patient déjà sous rituximab, à ce moment-là, on va associer au rituximab de l'azatioprine ou du mycophenolate mofetil. Et si le patient continue à évoluer, à ce moment-là, on proposera du tocilizumab. Et lorsque le patient était déjà sous azatioprine et que la maladie reste évolutive, on va faire le switch vers le rituximab. Et si la maladie reste toujours évolutive, on va passer vers le tocilizumab. Donc avec cette plaque, je termine avec la prise en charge des NMO. On va passer à la prise en charge des MOGAD. Et là, la prise en charge, l'élément le plus important à retenir, c'est que c'est une prise en charge qui reste très discutée. Et lorsqu'on fait la relevée des prises en charge qui sont faites dans tous les centres, on voit une certaine convergence avec ce que se fait dans les NMO en matière de prise en charge de la poussée, mais également du traitement de fond. Ces controverses, elles viennent d'un certain nombre de facteurs. Et le premier facteur, c'est qu'il s'agit d'une maladie toute nouvelle. L'histoire de la maladie n'est pas connue. On ne sait pas encore le risque de rechute et les facteurs prédictifs de rechute. Et puis, l'élément le plus important, on ne connaît pas quel est l'impact des poussées sur l'handicap résiduel. Et puis, est-ce que l'handicap peut dépendre d'autres choses à part les poussées? Et par conséquent, cela aboutit à plusieurs interrogations. Et la principale interrogation, c'est l'intérêt de mettre un traitement de fond chez ce groupe de patients. Donc, de façon globale, la même chose. Le traitement de la poussée doit être urgent pour éviter les risques de séquelles. Et puis, un traitement de fond, cette fois-ci, qui ne doit pas être systématique, c'est à discuter au cas pour cas. On va quand est-ce qu'on va proposer ce traitement. Donc, le traitement, la prise en charge des poussées de MOGAD doit être urgente. Il reposera sur une corticothérapie éventuellement associée aux échanges plasmatiques. Toujours la confirmation de la positivité des anticorps n'est pas obligatoire. On va proposer des corticoïdes en bolus, du solumidrol, de 1 gramme par jour pendant 3 à 5 jours, prolongé jusqu'à 10 jours en cas de non-amélioration ou de corticorésistance ou de forme d'emblée sévère, notamment les myélites. Et puis, malgré qu'il n'existe pas de données robustes sur l'efficacité des échanges plasmatiques dans cette indication, il peut être parfois nécessaire d'associer dans les formes corticorésistantes des échanges plasmatiques en alternance avec les corticoïdes. Et bien sûr, si le patient ne s'améliore pas, vous avez une autre. Et bien sûr, comme chez l'adulte, il faudrait proposer une corticothérapie par voie orale pendant 3 à 6 mois pour éviter les rechutes précoces. En population pédiatrique, la même chose. En première intention, on va commencer par des bolus de corticoïdes à la dose de 30 mg kg par jour pendant 3 à 5 jours. Toujours le relais par voie orale pour éviter les rechutes précoces. Et puis, en cas de corticorésistance, à ce moment-là, vous avez le choix entre échange plasmatique et immunoglobuline intraveineuse. Donc, la plupart des équipes, ils préfèrent de commencer par les échanges plasmatiques. En cas de non-amélioration, à ce moment-là, on va associer aux échanges plasmatiques des immunoglobulines, soit on va faire les immunoglobulines en relais aux échanges plasmatiques. Donc, une fois le diagnostic il est établi, on doit discuter un traitement de fin. Et il faudrait souligner qu'il n'y a pas de recommandation. Aucune recommandation n'est formulée sur l'indication de la mise en route d'un traitement systématique. Logiquement, on aura tendance à proposer un traitement de fond pour éviter les rechutes, mais on va exposer notre patient à des risques, notamment une immunothérapie en long cours avec des risques infectieux chez des patients qui vont pas faire automatiquement des poussées. Et par conséquent, il faut choisir les cas qui doivent bénéficier de ces traitements. Et généralement, ce sont les patients, et ça c'est logique, les patients qui vont faire une première poussée et le patient garde des séquelles graves, ou déjà le patient qui se présente dans votre consultation et qu'on fait un relevé et qu'on voit qu'il a fait déjà des poussées rapprochées et des poussées sévères. À ce moment-là, il est très logique de proposer un traitement. Sachez que la corticothérapie orale à dose décroissante est également un élément pertinent à envisager pour le traitement de fond.
Donc, concernant les molécules possibles, il n'existe aucune recherche randomisée pour évaluer les différentes thérapeutiques. Généralement, en pratique clinique, on retrouve 3 molécules, l'azathoprine, le mycophénolate mofetil et puis le rituximab. Donc, par rapport à l'azathoprine, le mycophénolate, les études sont de niveau de preuve faible, parfois, parce que l'effectif est très faible. Et même les améliorations, on peut les rattacher à l'évolution naturelle de la maladie, où le patient ne récidive pas. Et puis, de façon surprenante, pour le rituximab, il y a plein d'études, mais cette fois-ci, les résultats, ils sont hétérogènes. Il y a des études où c'est très efficace, mais il y a des études prospectives où on démontre que c'est pas du tout efficace, alors que sur le plan biologique, on a la diminution drastique de la population lymphocytaire, ce qui est surprenant avec ce qu'on a constaté dans la NMO. Donc, sinon, dans les formes réfractaires, on peut proposer soit du tocilizumab, soit des perfusions mensuelles des immunoglobulines intraveineuses. Donc, je termine ma présentation avec ce diagramme. On trace les recommandations de prise en charge d'hémogade. Donc, après une poussée, on va proposer un traitement qui repose généralement sur d'évolution de corticoïdes. En cas de non-amélioration, on va choisir entre échange plasmatique et surtout immunoglobulines. Et puis, on va suivre le patient. Si le patient ne fait pas de rechute, à ce moment-là, il n'y a pas de raison de proposer un traitement, surtout qu'on n'a pas encore des facteurs prédictifs de survenue de poussée. Et puis, si le patient développe des poussées, à ce moment-là, on va proposer un traitement et vous avez le choix entre azathoprine, entre mycophénolate mofetil et rituximab. Et si le patient reste stable pendant 2 années, à ce moment-là, on peut envisager d'arrêter le traitement. Et puis, si le patient refait d'autres poussées, à ce moment-là, on peut proposer des immunoglobulines mensuelles, des perfusions d'immunoglobulines de façon mensuelle. Voilà, la conclusion, je l'ai faite sous forme de 3 messages. Là, vous allez certainement constater qu'il y a un grand contraste entre les avancées récentes dans la prise en charge de NMO, alors que dans les MOGAD, il n'y a pas beaucoup d'options thérapeutiques et même dans la connaissance par rapport à l'histoire naturelle de la maladie et les facteurs prédictifs de rechute ne sont pas clairs. Donc, par rapport à la NMO-SD, la prudence doit être de mise parce que certes, nous avons des thérapeutiques récentes et prometteuse, mais on ne sait pas encore cette balance et les risques infectieux on encourt, donc il faut rester prudent. Et puis par rapport au MOGAD, il faudrait vraiment pousser la recherche pour bien connaître l'histoire naturelle de la maladie, les facteurs prédictifs de rechute, et puis développer d'autres thérapeutiques qui peuvent être efficaces et essayer de combler cette fossé thérapeutique qu'on a dans le spectre des MOGAD. Et voilà, je vous remercie.